Quatrevingt d'X-Payed sous la surface d'Oak Island, au plus profond du légendaire Money Pit. Un scanner scientifique a soudainement affiché le mot unique que des générations de chasseurs de trésors avaient rêvé de voir. Il ne s'agissait pas d'une autre rumeur, d'une autre théorie pleine d'espoir ou d'une autre histoire héritée de 2 siècles de spéculation. L'instrument a détecté des traces mesurables d'or incrustées dans des matériaux récupérés dans l'un des endroits les plus mystérieux de l'île, envoyant immédiatement une vague d'excitation parmi toutes les personnes présentes sur le site de forage. Après 226 années de recherches incessantes, la possibilité que la science ait enfin découvert quelque chose de tangible ne ressemblait à rien de ce qui avait été fait auparavant. Depuis plus de 2 siècles, cette petite île au large de la Nouvelle-Écosse a inspiré d'innombrables expéditions animées par l'espoir, l'obsession et la promesse de richesses inimaginables. Il a englouti d'énormes fortunes, détruit des machines coûteuses et, selon l'histoire, a même coûté la vie à plusieurs chercheurs déterminés, tout en ne révélant guère plus que des indices épars et des questions sans réponse. Chaque génération a cru qu'elle pourrait enfin résoudre le mystère pour finalement quitter l'île avec plus d'incertitude que de certitude. Pourtant, cette dernière découverte véhiculait un sentiment que de nombreux membres de l'équipe avaient du mal à ignorer. Cette fois, les preuves ne provenaient pas du folklore ou de la spéculation, mais d'un équipement scientifique sophistiqué, conçu pour mesurer ce que l'œil humain ne pourrait jamais détecter. Les scanners ont identifié de véritables traces d'or associées à des matériaux récupérés dans les profondeurs de la surface de l'île, précisément là où d'innombrables théories suggèrent depuis longtemps que le légendaire coffre au trésor pourrait exister. Cette simple lecture a transformé une opération de forage ordinaire en l'un des moments les plus chargés d'émotions de toute l'enquête. Soudain, la possibilité d'être à la veille d'une véritable avancée ne semblait plus impossible. Un membre de l'équipe a résumé l'atmosphère, avec une honnêteté remarquable en discutant de la découverte. Est-ce que je crois qu'il y a un trésor au fond du Garden Shaft ? Je vais être honnête, j'ai bon espoir, mais plus que tout, je veux simplement entrer sous terre dans le Money Pit lui-même. Ces mots ne reflétaient pas une certitude, mais une détermination capturant le mélange d'optimisme et de prudence qui définit la recherche d'Oak Island depuis des générations. L'espoir a toujours fait partie de l'expédition, mais cette fois, il semble reposer sur des preuves mesurables, plutôt que sur la seule imagination. Pour comprendre pourquoi toute l'équipe s'est soudainement concentrée sur un seul trou de forage, il est nécessaire de comprendre exactement où le forage avait lieu. Ce n'était pas un coin inexploré d'Oak Island ou un endroit choisi au hasard. C'était le cœur même du légendaire Money Pit, la même étendue de terrain qui fascine les explorateurs depuis la découverte originale, il y a plus de 2 siècles. Chaque pied de terre dans cette région porte le poids de l'histoire. L'Octerrain entourant, le Money Pit, a englouti des fortunes incalculables. Des plateformes de forage massives ont disparu dans une terre instable, des fouilles coûteuses se sont effondrées sans avertissement, et des générations après générations de chasseurs de trésors déterminés ont consacré des années de leur vie à tenter de percer ces secrets. D'innombrables théories ont été testées ici, d'innombrables déceptions endurées et d'innombrables rêves enfouis sous le paysage changeant de l'île. Peu d'endroits au monde possèdent une combinaison aussi extraordinaire de mystères d'histoire et de persistance. La dernière enquête s'est concentrée sur un forage connu sous le nom de DN 11.5, un emplacement de forage soigneusement positionné directement au cœur de la zone de recherche de Money Pit. Plutôt que d'explorer un territoire intact, l'équipe a intentionnellement ciblé ce qu'elle pensait être l'un des endroits les plus prometteurs, après des années d'analyse géologique accumulées. Chaque mesure, chaque angle et chaque pied de forage avait été planifié avec une précision extraordinaire. Rien dans l'opération n'a été laissé au hasard. Au-dessus de la plateforme de forage se trouvait Charles Barkhouse et le géologue Terry Matheson, 2 personnes dont l'expérience leur a permis d'interpréter même les plus petits changements se produisant sous la surface. Ils ont surveillé les progrès en permanence, observant attentivement chaque centimètre carré de la foreuse descendue dans la terre, tout en comparant les résultats avec des années de données précédentes. Chaque vibration, chaque changement de résistance et chaque échantillon récupéré avait le potentiel de révéler une autre pièce du puzzle complexe de l'île. L'atmosphère est restée intensément concentrée alors que l'exercice se poursuivait vers le bas. L'importance du DN 11.5 vient de sa destination. Selon les modèles géologiques de l'équipe, le forage visait directement ce qu'ils ont fini par décrire comme la zone au trésor, une zone censée contenir la plus forte possibilité de localiser ce qui se trouve sous le Money Pit.
Il ne s'agissait pas simplement d'un label passionnant créé pour la télévision, mais d'une désignation de travail basée sur des années d'observations scientifiques accumulées. Il représentait le lieu où de multiples sources de preuves indépendantes semblaient converger. La zone AU Trésor s'étend à environ 80 à 120 pieds sous la surface, une profondeur identifiée à plusieurs reprises comme particulièrement importante tout au long des investigations de l'équipe. De nombreux programmes de forage ont produit des résultats inhabituels dans cette plage verticale, encourageant les chercheurs à croire que quelque chose d'extraordinaire pourrait exister à cet endroit. Plutôt que de s'appuyer sur un seul indice, l'équipe a progressivement construit un dossier en utilisant des preuves géologiques, chimiques et structurelles recueillies au fil de nombreuses années. Chaque nouvelle découverte a renforcé l'importance de cette profondeur spécifique. Contrairement à ce que pensent parfois les sceptiques, l'attention de l'équipe sur la zone au trésor n'est pas basée sur des suppositions aléatoires ou des vœux pieux. Les échantillons d'eau prélevés dans de nombreux forages ont systématiquement produit les concentrations les plus élevées de signatures liées à l'or dissous dans ce même intervalle de profondeur. Ces mesures sont restées remarquablement persistantes, bien qu'elles aient été recueillies au cours de différentes campagnes de forage menées sur plusieurs saisons. Une telle cohérence a encouragé les enquêteurs à continuer de concentrer leurs efforts précisément à cet endroit. En plus des lectures d'or élevées, un autre phénomène déroutant est apparu à plusieurs reprises dans la même zone. Les opérations de forage ont rencontré des poches d'air emprisonnées profondément sous la surface des endroits où un espace vide semble exister, là où un sol solide et intact serait normalement attendu. Ces vides sont apparus assez souvent pour attirer sérieusement l'attention des ingénieurs et des géologues. Des explications naturelles restent possibles, mais le schéma récurrent continue d'alimenter les spéculations selon lesquelles quelque chose d'artificiel pourrait se trouver en dessous. Plus intrigante encore, les forêts ont rencontré à plusieurs reprises des cavités et des chambres vides enfouies au plus profond de l'île. Ces vides sont apparus dans des endroits où des formations géologiques non perturbées ne produiraient normalement pas de telles caractéristiques naturellement. Chaque poche inattendue d'espace ouvert soulevait de nouvelles questions quant à savoir si les activités humaines antérieures auraient pu modifier le paysage des siècles plus tôt. Plus les forages progressaient en profondeur, plus ces questions devenaient difficiles à ignorer. Prise individuellement, chaque indice peut être expliqué de plusieurs manières différentes. Des valeurs minérales élevées peuvent avoir des causes naturelles. L'air emprisonné peut provenir de processus géologiques et des vides isolés peuvent parfois se développer sans intervention humaine. Pourtant, lorsque chacune de ces observations est apparue à plusieurs reprises dans la même zone relativement petite, de nombreux enquêteurs ont commencé à parvenir à une conclusion remarquablement similaire. Quelqu'un, il y a longtemps, a peut-être creusé ce sol, construit quelque chose d'important et l'a délibérément caché sous l'île. Cette possibilité est devenue particulièrement convaincante à mesure que le DN 11-5 approchait de la profondeur critique comprise entre 78 et 88 pieds. Sur la plateforme de forage, l'atmosphère a changé presque perceptiblement lorsque des membres d'équipage expérimentés ont reconnu qu'ils pénétraient dans la section la plus prometteuse du forage. Les conversations sont devenues plus calmes, les mouvements plus délibérés, et tous les yeux sont restés fixés sur l'équipement. Tout le monde comprit qu'ils approchaient de la profondeur où les découvertes précédentes laissaient entendre que quelque chose d'extraordinaire pourrait exister. Les opérateurs de forage ont abaissé chaque section de tuyau avec un soin minutieux permettant à la tête de coupe d'avancer de quelques centimètres à la fois à travers les couches compactes situées sous l'îlot. Chaque rotation de la foreuse avait le potentiel de révéler une autre caractéristique cachée enfouie dans la terre. Terry Matheson surveillait attentivement les relevés géologiques, tandis que Charles Barkhouse se concentrait sur la progression mécanique de l'ensemble de forage lui-même. Ensemble, ils observaient chaque détail avec une concentration extraordinaire. À ces stades de l'opération, l'anticipation était devenue impossible à cacher. Tous ceux qui travaillaient autour de la plateforme savaient qu'ils approchaient de la profondeur où des décennies de preuves semblaient converger. Il s'agissait de la même zone verticale associée à plusieurs reprises à une chimie inhabituelle de l'eau, à des vides mystérieux et à des anomalies structurelles détectées lors d'enquêtes précédentes. Le sentiment que quelque chose d'important pourrait arriver se renforçait à chaque minute qui passait. Puis tout a changé. À environ 90 pieds sous la surface, le foreur Mike Bolton a soudainement senti le comportement de la foreuse changer radicalement sous ses mains. À un moment donné, le forêt grinçait régulièrement à travers un matériau dense avec une résistance prévisible.
L'instant d'après, il s'avança de manière inattendue dans un espace ouvert, comme si la terre solide en dessous avait simplement disparu. Les foreurs expérimentés reconnaissent immédiatement de telles sensations, et Mike comprend immédiatement que quelque chose d'inhabituel s'est produit. Quelques secondes plus tôt, l'opération de forage progressait normalement vers la profondeur cible prévue proche de 100 pieds. Cependant, sans avertissement, la résistance a disparu, et la perceuse a brièvement perdu son support sous la tête de coupe. La transition soudaine du matériau solide au vide apparent a créé exactement le genre de sensation dont les foreurs se souviennent tout au long de leur carrière. Mike a réagi immédiatement, refusant de continuer aveuglément sans comprendre ce qui l'attendait. Il a ordonné l'arrêt immédiat des opérations de forage. Plutôt que de risquer d'endommager tout ce qui pourrait exister sous le trépan, l'équipe a soigneusement mesuré la position du tuyau pour déterminer précisément ce qui s'était passé. Chaque calcul a été vérifié méthodiquement avant que quiconque ne tente de continuer. La précision comptait bien plus que la vitesse. Les measures ont confirmé ce que Mike avait déjà ressenti à travers le train de tige lui-même. À environ 90 pieds sous le niveau du sol, le forage avait pénétré dans un vide mesurant environ 1,5 pied de profondeur. Il ne s'agissait pas simplement d'un sol plus meuble ou de roches fracturées, mais d'un véritable espace vide caché au plus profond de la zone au trésor. La découverte a immédiatement transformé l'ambiance sur la plateforme. Une chambre vide située précisément dans la profondeur longtemps associée à l'histoire du trésor légendaire était impossible à ignorer avec désinvolture. Selon le récit traditionnel d'Oak Island, d'importantes structures souterraines devraient exister quelque part dans cette région même du Money Pit. Qu'il soit lié à un trésor ou non, la découverte d'un vide mesurable exactement à cet endroit représentait une découverte géologique véritablement importante. La coïncidence à elle seule exigeait une enquête minutieuse. Ce qui s'est probablement passé juste avant que la foreuse n'entre dans la cavité est encore plus intrigant. Quel que soit le matériau solide qui formait la limite supérieure du vide, il avait probablement été pénétré par le forêt, provoquant l'effondrement des fragments dans l'espace vide situé en dessous. Si cette interprétation s'avérait correcte, l'équipage n'aurait pas simplement découvert une ouverture naturelle. Ils ont peut-être percé le toit d'une structure souterraine. Cette possibilité a d'énormes implications. Un plafond implique une construction, et la construction implique une activité humaine plutôt que des processus géologiques ordinaires. Si la foreuse a réellement pénétré un élément artificiel caché sous l'île, alors quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, a intentionnellement créé et ensuite dissimulé cet espace. Pour une équipe à la recherche de preuves de structures enfouies, c'était exactement le genre de découverte qu'elle espérait faire. Consciente de l'importance du moment, Mike Bolton a pris la seule décision responsable qui s'offrait à lui. Au lieu de continuer plus profondément et de risquer des dommages irréversibles à tout ce qui venait d'être rencontré, il a complètement suspendu les forages. Préserver les preuves potentielles est devenu bien plus important que d'atteindre la profondeur cible prévue. Parfois, la décision la plus sage lors d'une fouille est de savoir exactement quand s'arrêter. Le travail sur la plateforme s'est interrompu pendant que les ingénieurs, les géologues et les superviseurs se réunissaient pour discuter de la prochaine étape. Les découvertes de cette ampleur ne sont pas abordées avec précipitation, car tout mouvement inutile comporte le risque de détruire des preuves fragiles cachées sous la surface. Tout le monde comprenait qu'une planification minutieuse importait désormais bien plus que des progrès rapides. L'ensemble de l'opération est passé du forage à l'évaluation. Au sein du programme Money Pit des Moments, comme celui-ci déclenche une réponse bien établie. Chaque fois que quelque chose de potentiellement important apparaît sous l'exercice, il y a une priorité avant toutes les autres. Rick et Marty Lagina doivent le voir immédiatement. Les décisions importantes ne sont jamais prises sans que l'équipe dirigeante comprenne parfaitement ce qui a été trouvé. Chaque fois qu'un appel provient d'un des sites de forage actifs, l'excitation se propage naturellement dans toute l'île, car de tels appels se produisent rarement sans raison valable. Habituellement, ils indiquent que la Terre a révélé quelque chose que personne ne s'attendait à rencontrer. Cette occasion ne s'est pas avérée différente. En quelques minutes, Rick Lagina se dirigeait vers la plateforme de forage. À mesure que Rick s'approchait, il aurait senti l'atmosphère avant même que quiconque ne parle. Les chasseurs de trésors expérimentés ne se rassemblent pas autour d'un forage ordinaire, en souriant sans raison. Les expressions des visages autour de la foreuse lui dirent immédiatement que quelque chose d'inhabituel s'était produit sous l'île. Parfois, le langage corporel communique plus rapidement que les mots. Lorsque Mike Bolton s'est joint à la discussion, l'attente est devenue presque tangible. En se rassemblant autour des dossiers de forage, tout le monde semblait envisager exactement la même possibilité.
Mike a soigneusement décrit la sensation qu'il a ressentie lorsque la foreuse a soudainement percé un matériau solide dans un espace vide à environ 90 pieds sous terre. Chaque détail comptait, car chaque détail pouvait influencer l'interprétation de la découverte. Il a expliqué que les tiges de forage ont avancé de manière inattendue après avoir pénétré ce qui ressemblait à une couche solide, pénétrant environ 18 pouces d'espace ouvert au-delà du point de percée. Tout matériau ayant été coupé immédiatement avant est probablement tombé dans la cavité située en dessous, ne laissant que les preuves conservées dans les carottes récupérées. La description correspondait remarquablement bien à ce à quoi les ingénieurs s'attendraient si un toit structurel s'était effondré après avoir été pénétré. C'était précisément le genre d'information dont l'équipe géologique avait besoin. Ensuite, Terry Matheson a présenté une observation qui a élevé la découverte bien au-delà d'un seul trou de forage chanceux. Le DN 11.5, a-t-il expliqué, n'était pas un point de données isolé. En regardant les forages voisins, un schéma indubitable a commencé à émerger. Les implications sont soudainement devenues beaucoup plus importantes que ce que l'on pensait initialement. Terry a montré la grille de forage révélant que le DN 11.5 s'alignait presque parfaitement avec les forages voisins DN 12.5 et DN 13.5 le long du même couloir est-ouest. Ces trous voisins avaient déjà rencontré des anomalies structurelles à environ 94 pieds sous le niveau du sol. Le DN 11.5 avait désormais identifié un élément similaire à environ 90 pieds. La cohérence a immédiatement attiré l'attention de tous. 3 forages distincts positionnés en ligne droite avaient tous rencontré des éléments structurels solides à des profondeurs presque identiques. Les formations géologiques aléatoires s'organisent rarement avec autant de précision sur plusieurs sites de forage indépendants. Mais c'est souvent le cas des structures d'ingénierie. La distinction pourrait s'avérer extrêmement importante. Selon l'interprétation de Terry, les éléments de preuve suggéraient qu'ils pourraient être positionnés directement au-dessus de la partie supérieure d'un tunnel. Pas n'importe quel tunnel, mais un tunnel potentiellement connecté au Garden Shaft. Une autre caractéristique qui, selon l'équipe, pourrait jouer un rôle central dans la compréhension de la façon dont l'île a été conçue à l'origine. Si son interprétation s'avérait exacte, le DN 11.5 avait coupé le bord supérieur d'un passage souterrain délibérément construit. Cette possibilité a immédiatement captivé l'imagination de chacun. Un tel passage ne représenterait pas simplement une autre cavité vide sous Oak Island. Cela impliquerait une planification, une ingénierie et une construction souterraine intentionnelle réalisées par des individus possédant à la fois les connaissances et la motivation nécessaires pour construire sous l'île dans le plus grand secret. Les gens ne creusent pas de tunnels élaborés sans objectif important. Quel qu'ait pu être cet objectif, cela reste l'une des plus grandes questions sans réponse d'Oak Island. Plus, intrigant encore, cet alignement chevauchait la même région où des signatures aurifères élevées sont apparues à plusieurs reprises dans les échantillons d'eau. La possibilité est naturellement apparue que le tunnel suspecté pourrait d'une manière ou d'une autre être connecté à l'anomalie concentrée que les chercheurs ont surnommée le Baby Blob, une zone associée à plusieurs reprises à des lectures d'or inhabituellement fortes. Soudain, plusieurs indices indépendants semblaient converger exactement vers le même endroit. Cette convergence était difficile à ignorer. Pour Rick Lagina, découvrir un éventuel tunnel si proche du Garden Shaft représenterait bien plus qu'une autre caractéristique géologique intéressante. Cela pourrait fournir le lien manquant reliant des années d'observation éparses en une seule explication cohérente. Les indices individuels sont précieux, mais les indices connectés ont le pouvoir de transformer toute une enquête. Cette découverte semblait offrir précisément cette possibilité. Un seul vide souterrain mérite certainement d'être étudié. Pourtant, de multiples vides alignés se produisant à la profondeur du tunnel, pointant tous vers la même structure suspectée, tout en se chevauchant avec des anomalies aurifères persistantes, représentent quelque chose de complètement différent. Ensemble, ils commencent à former un modèle plutôt que des coïncidences isolées. Les enquêteurs ont toujours espéré trouver des modèles. Pourtant, l'enthousiasme à lui seul ne peut remplacer la preuve. Aussi convaincante que paraisse la théorie, l'équipe a compris qu'un tunnel ne pouvait pas être déclaré simplement parce qu'elle voulait qu'il existe. La recherche scientifique nécessite des preuves plutôt que des hypothèses. Toute conclusion extraordinaire doit reposer sur des preuves tout aussi extraordinaires. Cette preuve ne pouvait venir que d'une seule manière. La prochaine étape essentielle consistait à récupérer les carottes elles-mêmes. Les grilles géologiques et les enregistrements de forage fournissent des informations précieuses, mais ils ne peuvent pas remplacer les preuves physiques conservées à l'intérieur de la carotte, extraites directement du sol. Ce n'est qu'en examinant les matériaux récupérés
que l'équipe a pu déterminer exactement ce que la foreuse avait pénétré avant de pénétrer dans le vide mystérieux. Les réponses, si elles existaient, restaient cachées à l'intérieur de la Terre elle-même. Avec une détermination renouvelée, l'équipe s'est remise au travail tandis que presque tout le monde sur place regardait l'opération se dérouler. Chaque fois qu'un trépan pénètre dans une cavité inattendue sous Oak Island, l'espoir surgit naturellement dans l'équipe car l'histoire leur a appris que les découvertes remarquables commencent souvent exactement de cette façon. Après plus de 2 siècles de recherches incessantes, d'innombrables expéditions ratées et des générations de questions sans réponse, beaucoup ne pouvaient s'empêcher de se demander si cette dernière avancée pourrait enfin les rapprocher des réponses, et peut-être du trésor légendaire que tant d'entre eux avant eux avaient passé leur vie à rechercher. Chaque instant qui se passe porte le même espoir tranquille. La foreuse revient et elle transporte quelque chose de substantiel. Le vide lui-même, confirme-t-il, se terminait à environ 97 pieds, avec un matériau solide en dessous. Il y a beaucoup de fond dans ce noyau et plus on regarde en profondeur, plus il y a à voir. Mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur du noyau qui arrête la conversation. Il y a un morceau solide emballé au milieu de celui-ci et tout au long de l'échantillon se trouve du bois, pas un éclat égaré. Duboïdin, tout le noyau exactement ce qu'un peu tirerait du toit en bois et des murs d'une structure artificielle à 90 pieds sous terre. L'équipe travaille soigneusement un petit échantillon de bois en ne prélevant que la quantité dont le laboratoire a besoin et l'envoie directement pour répondre à une question. Y a-t-il des métaux piégés à l'intérieur? Il s'agit d'une petite pièce d'un puzzle potentiellement énorme et tout le monde sait que la prochaine réponse ne viendra pas de la plateforme mais du scanner. La première lecture d'or. Le même après-midi, le bois passe sous le scanner. Rick Lagina et Craig Tester rejoignent Laird Niven et l'archéométallurgie Emma Culligan à l'intérieur du centre d'interprétation d'Oak Island pour l'une des réunions scientifiques les plus attendues de la saison. Emma a analysé l'échantillon de bois du DN11-5 à travers un spectromètre fluorescent à rayon X, l'instrument que l'équipe appelle simplement le XRF. L'échantillon a d'abord été séché puis scanné. La machine fonctionne en bombardant un objet avec des rayons X et en lisant ce qui rebondit, ce qui lui permet de détecter les éléments et les métaux cachés sur ou à l'intérieur de cet objet jusqu'à des quantités infimes. La plupart de ce que la machine a trouvé correspond exactement à ce que l'on pourrait attendre de tout ce qui a été extrait du sol d'Oak Island. Fer manganèse, titane, calcium, potassium, aluminium, tout cela est naturel, la chimie ordinaire de la terre, de la roche et du vieux bois. Mais après avoir vérifié 2 et 3 fois les résultats, Emma confirme une lecture supplémentaire. En très petite quantité, le XRF a récupéré de l'or, et l'or n'a naturellement aucune utilité ici. Il se démarque de tout le reste de l'échantillon comme une valeur aberrante, flagrante et indubitable. Or, dans le bois, tiré d'un tunnel présumé à 90 pieds sous la surface, aligné avec le puits du jardin situé juste à l'intérieur de la zone du trésor. Pour Rick, c'est le moment où les données sur l'eau et les données sur le bois vont enfin dans la même direction. Le même élément étonnant apparaît dans 2 médiums complètement différents. Il y a un morceau assez solide au milieu. Tu l'as porté tout au long de ça, Cor. Je vais juste me faufiler là-dedans et récupérer un échantillon de bois. C'est exactement ce que l'équipe espérait depuis le début, grâce à l'échantillonnage. Ne vous contentez pas de faire allusion à un trésor, mais conduisez-les vers un endroit qui mérite d'être ouvert par un forage exploratoire ou un creusement. Rick vieille encore plus loin. L'échantillonnage de l'or dans l'eau et maintenant dans le bois pourrait être la seule chose qui l'emporte cette année. Dès le début, l'espoir était que les données finiraient par indiquer un emplacement méritant d'être ouvert par des forages exploratoires ou des fouilles. Pour lui, cela ressemble au début d'une piste de preuve tout aussi importante que l'échantillonnage de l'eau l'a été jusqu'à présent. Cela devient, selon ses mots, percutant. Une direction dans laquelle l'équipe peut enfin s'engager plutôt qu'un autre fil conducteur. Comme Laird ne tarde pas à le rappeler à tout le monde. Les réponses ne se trouvent pas en laboratoire. Le laboratoire ne fait que confirmer ce que le sol laisse entendre. Le vrai travail et le véritable trésor sont de retour dans la terre. Ce qui signifie que la seule réponse honnête à une lecture comme celle-ci est d'aller chercher plus d'échantillons. 700 pièces. L'histoire de l'or ne commence cependant pas avec le bois. Plus tôt dans la recherche, l'équipe avait récupéré un mystérieux morceau de métal dans un autre forage étiqueté des 2. Et cette pièce portait le signal en or, le plus fort de tous. Le contexte qui l'entoure est stupéfiant. Plus tôt dans la saison, l'équipe avait extrait du bois à une profondeur de 88 pieds dans D2 et l'avait envoyé pour une datation au carbone. Le résultat est revenu dans une fourchette remontant à 1538.
du bois potentiellement placé sous terre des décennies avant que Colomb ne traverse l'Atlantique. Et juste là, dans la même zone, se trouvait un gros morceau de métal, le genre de découverte qui fait immédiatement monter les enchères. Lorsque le géoscientifique Dr. Jan Spooner a fait passer ce métal à travers un appareil à fluorescence X, l'écran s'est allumé. AU, le symbole chimique de l'or. De l'or encore dans un deuxième échantillon issu d'une deuxième méthode. Et la concentration était extrêmement élevée, environ 700 parties par million. Pas une légère trace, ni un incident limite. Besoin d'une douzaine de revérifications, mais un signal de confiance fort. Le genre qui fait qu'une salle pleine de chercheurs chevronnés arrête de parler et se regarde. Il y a quelque chose là-dedans. La seule question est de savoir quoi. La nouvelle du résultat se répand dans l'équipe le lendemain matin. Comme toutes les grosses trouvailles sur cette île, une rumeur circulait selon laquelle l'étrange métal de D2 avait été testé. Et voilà, c'est confirmé, dit-il à haute voix à tout le groupe. Le XRF est revenu avec de l'or et pas seulement un soupçon. Les frères Rick et Marty Lagina, leur partenaire Craig Tester, et le reste de l'équipage dirigeant cette opération de forage coordonnée précisément dans l'espoir de percer le mystère. Et une valeur de 700 parties par million est exactement le genre de chiffre qui leur indique qu'ils forment peut-être au bon endroit après tout. Dès lors, sur l'acier, c'est là que l'équipe doit être prudente, car il existe deux explications très différentes de l'apparition de l'or sur un morceau de métal, et elles conduisent à deux conclusions très différentes. La première possibilité est que le métal ait simplement été en contact étroit avec l'or à un moment donné, emportant ainsi une trace. Ça serait quand même excitant, car cela signifierait qu'un trésor se trouve à proximité. La deuxième possibilité est celle qui fait pencher tout le monde, que l'or fasse en réalité partie du métal lui-même. Si tel est le cas, l'objet n'est pas seulement un indice pointant vers un trésor. C'est un objet de valeur à part entière enterré avec tout le reste. Et si l'or se trouve réellement dans l'acier sans aucune source naturelle pour l'expliquer, alors l'équipe se rapproche. Quoi qu'il en soit, l'emplacement compte. Toute cette zone fait partie du cluster C1 où de récents tests d'eau ont révélé des niveaux élevés d'argent et d'or. L'équipe a donc élaboré une grille de forage stratégique conçue pour localiser le légendaire coffre-fort au trésor de Monépite. La prochaine cible est le forage B4 situé à seulement 14 pieds de D2 à la limite nord du groupe de tunnels présumé C1. L'équipe a déjà foré un tunnel dans cette zone à une profondeur d'environ 90 pieds. La même profondeur qui ne cesse de refaire surface. Parce que je crois que c'est une histoire merveilleuse et que nous connaissons les personnes qui nous ont précédés. Leur héritage est désormais porté par nous. Si B4 trouve un trésor, la recherche est peut-être presque terminée. Dans le cas contraire, l'équipe espère trouver un tunnel qu'elle pourra suivre, quelque chose de plus à poursuivre. Pour le reste de l'équipe, la lecture est la même. L'information est tout simplement trop passionnante pour être mise de côté. Et cela vaut certainement la peine d'être poursuivi. Personne ne peut dire avec certitude qu'ils sont proches de quelque chose, mais après l'or sur le bois et l'or sur l'acier, ils ont toutes les raisons d'espérer que ce soit le cas. Donc le plan tient appuyé sur B4, et si le trésor n'y fait pas surface, concentrez-vous sur les endroits où l'on pense déjà que des tunnels passent, et concentrez-vous sur eux. Rick l'exprime comme seul Rick peut le faire. La chasse au trésor, dit-il, ressemble beaucoup au matin de Noël. Mais la magie ne réside pas seulement au moment où vous ouvrez le cadeau, c'est dans tout ce qui s'y construit. La longue approche, les indices qui se multiplient, le sentiment que vous vous rapprochez. Ils ne sont pas encore au matin de Noël, mais ils peuvent voir les paquets posés sous le sapin. Lydon Philgat. Pendant qu'une partie de l'équipe travaille au forage, Rick Lagina emmène une autre équipe dans un endroit complètement différent, et tout aussi riche en indices. Rick rejoint l'opérateur d'équipement lourd Billy Gerhardt, l'expert en détection de métaux, Gary Drayton et Jack Begley, sur le lot 18, juste à l'est du gouffre financier. Ils creusent d'énormes monticules de terre connus sous le nom de butin de Dunfield, et l'histoire derrière eux est l'un des plus grands quasi-accidents de l'histoire d'Oak Island. En 1965, Robert Dunfield est arrivé sur l'île convaincu qu'il pourrait enfin revendiquer le trésor. Il a amené de la machinerie lourde et a creusé un trou monstrueux d'environ 100 pieds de large et 140 pieds de profondeur directement au cœur de la zone du gouffre financier. Il n'a jamais trouvé la voûte, mais ce faisant, il a déchiré et entassé d'énormes quantités de terre. Tout cela a été creusé dans le sol le plus important de l'île, puis il s'est simplement éloigné. Il ne l'a jamais passé au crible. Il ne disposait pas d'une équipe d'experts qui parcouraient chaque saut comme le font les chercheurs modernes. Ces tas de déblais sont pour l'essentiel intacts des décennies d'indices extraits du gouffre financier, jamais correctement fouillés. Et, selon Rick, les parcourir n'est pas seulement utile, c'est un must, et les pieux l'ont déjà prouvé.
Plus tôt dans la recherche, Gary a récupéré un artefact métallique potentiellement ancien dans ces mêmes monticules, le genre de découverte qui suggère que Dunfield a jeté bien plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'équipe espère désormais que le butin fera double emploi en faisant ressortir à la fois les objets de valeur qu'il a négligés et les preuves qui pourraient les aider à choisir exactement où creuser ensuite. Un bois massif. Ainsi, Gary Drayton, Billy Gerhardt et Jack Begley creusent, dans l'espoir de trouver à la fois les objets de valeur manqués par Dunfield et des preuves qui pourraient indiquer à l'équipe où coulait l'un de ses propres puits de 10 pieds de large, plus tard dans l'année. Le butin commence à parler vite. Billy aperçoit du bois au bord des fouilles, et Gary se dirige vers lui avec son détecteur. La machine se met à crier avec du fer partout dans cette couche, gazouillant partout pendant que Gary s'efforce de le localiser. Le signal est lourd et substantiel par la diffusion de la lumière d'un clou égaré, et à mesure qu'il le rétrécit, les lectures ne font que devenir plus fortes. Lorsque lui et Jack nettoient la terre, ils découvrent à quoi elle est attachée. Un bois de construction massif avec une lourde attache en fer encore enfoncée. Il s'agit d'un gros morceau de bois bien plus gros que tout ce qu'ils s'attendaient à retirer d'un tas de déchets, et l'attache enfoncée dedans est tout aussi surdimensionnée. Ce détail est la récompense, car si l'attache est toujours incrustée dans le bois peut être daté au carbone pour être identifié au moment où il a été placé, daté en fait par le morceau de métal qui le maintient ensemble. Rick comprend immédiatement l'implication. Ce matériau provenait de quelque part dans le gouffre financier creusé et déversé ici par Dunfield. Donc sa datation permet à l'équipe de retrouver le puits d'origine à travers le temps. Alors qu'est-ce que c'est ce DN 11.5? Il a vraiment l'air de s'aligner. Les DN 11.5 et TDN 5, tous situés dans cet alignement est-ouest, ont tous heurté une structure située à 94 pieds sous le niveau du sol. Ce grand bois de bois pourrait-il être un morceau du puits au trésor original lui-même? La structure même sur laquelle Dunfield a creusé en 1965, mais n'a jamais été complètement atteinte. Des preuves taillées à la main. Le bois continue d'arriver, et un examen plus attentif de l'une des coupes change les choses. Billy souligne une couche de véritable bois de construction posée directement dans les rochers, et lorsque l'équipe étudie la coupe, elle ne semble pas naturelle. Jack Begley l'examine et confirme ce qu'ils pensent tous. Il est taillé à la main, coupé manuellement, avec des outils, et trop épais pour être du bois de dimension standard. Cette combinaison est importante car les outils de coupe mécanisée comme la scie circulaire ne sont devenus couramment utilisés dans la construction qu'à la fin du XVIIIe siècle. Une poutre coupée à la main trop épaisse pour du bois usiné est exactement ce que les premiers constructeurs du gouffre financier auraient produit en travaillant longtemps avant que les machines puissent effectuer la coupe. Il s'agit d'une preuve physique potentielle du puits d'origine déterré et abandonné par Dunfield et oublié pendant des décennies. Et cela soulève la question évidente à laquelle l'équipe ne cesse de revenir. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre dans ces stases en attente d'être trouvé? Le pic des Caraïbes. Jack descend la pente pour détecter une nouvelle étendue de déblais, car l'ensemble du monticule est constitué de matériaux de mine d'argent de haut en bas, et toute attache pourrait être importante. Gary Drayton reçoit un coup sûr presque immédiatement, et le reconnaît à vue. Un pic caribéen. Ceci continue d'apparaître partout où l'équipe creuse à une bonne profondeur, et cette cohérence est exactement la raison pour laquelle ils sont importants, car ils ont tendance à marquer les endroits où se trouvaient autrefois les véritables constructions. Une pointe caribéenne est une attache en fer utilisée pour verrouiller deux morceaux de bois ensemble, normalement associés à des tunnels ou des puits, exactement le type de matériel attendu dans la structure du gouffre financier d'origine. Celui-ci a un poids réel, un poids révélateur qui indique l'âge, et l'équipe prévoit de tester s'il est antérieur aux années 1830 ou 1840, ce qui le repousserait fermement dans l'ère des mystères les plus profonds de l'île. Gary le glisse dans sa pochette et continue d'avancer, certain qu'il y en a d'autres dans la même couche qui attendent d'être trouvées. La pierre de 90 pieds. Gary continue de détecter et tire un autre objet, et au début il n'est même pas sûr de ce qu'il tient. Ce n'est pas un pic. Plus il l'étudie, plus il en devient convaincu. C'est un ciseau. Billy Gerhardt fait lire la clé, un ciseau. Comme celui-ci, n'est pas un outil pour casser la roche. C'est un outil pour un travail de détail, fin pour sculpter. Rick est d'accord, construit pour la précision, pas pour la force. Ce détail envoie l'esprit de l'équipe dans une direction très particulière, car la sculpture de précision sur Oak Island porte une légende. Depuis que le mystère a commencé, il y a 226 ans, les chercheurs ont extrait de ce sol de mystérieuses pierres, sculptées, certaines de la surface, d'autres des profondeurs, chacune plus étrange que la précédente,
et aucune d'entre elles n'a jamais été complètement expliquée. La plus célèbre de toutes est la légendaire pierre de 90 pieds, découverte en profondeur dans le gouffre au Billet vers 1804, une dalle gris verdâtre marquée d'étranges symboles de style hiéroglyphique. Selon la légende, ces symboles ont finalement été traduits comme suit 40 pieds plus bas. 2 millions de livres sont enterrés. La pierre elle-même a disparu au début des années 1900 et la traduction n'a jamais été confirmée. Mais la pensée qui pèse sur Gary et Rick est difficile à ébranler. Il est tout à fait possible que ce ciseau soit l'outil même utilisé pour graver ce message énigmatique extrait de la Terre, extraite du gouffre financier, il y a plus d'un demi-siècle. Ils le feront tester, bien sûr. Comme ils plaisantent, ce que c'est n'est pas gravé dans la pierre, mais à l'œil nu, cela ressemble à un ciseau à pointe de main du genre qu'on utiliserait pour laisser un message dans la roche que les chercheurs seraient encore en train de décoder 226 ans plus tard. Se rapprocher. Prenez du recul et regardez tout ce qui se trouve sur la table maintenant, et il est difficile de ne pas sentir les murs se refermer sur ce mystère. Il y a un vide à 90 pieds de profondeur aligné avec 2 autres forages, et le puits du jardin qui ressemble au sommet d'un tunnel artificiel. Il y a du bois à l'intérieur de ce tunnel qui est positif à la recherche d'or. Il y a un morceau de métal provenant d'un autre forage titrant environ 700 parties par million d'or à côté de bois daté de 1538. Il existe une grille stratégique qui se rapproche du cluster C1, où l'eau elle-même coule avec de l'argent et de l'or, et dans le butin abandonné lors d'une fouille ratée de 1965. Il y a un bois massif taillé à la main, une pointe caribéenne de l'époque de la construction originale, et un ciseau délicat qui pourrait bien être lié au message codé le plus célèbre jamais trouvé sur l'île. De l'or dans l'eau, de l'or dans le bois, de l'or sur le métal. Pendant plus de 2 siècles, Oak Island a répondu à chaque question par une autre question, et a brûlé génération après génération de chercheurs qui étaient sûrs d'être proches. Mais cette fois, les machines ne lisent pas les légendes, elles lisent le métal. Les signaux s'accumulent plus rapidement que l'île ne peut les expliquer, et ils pointent tous vers le même endroit. L'équipe n'a jamais été aussi près du fond du puits du jardin, où Rick pense que la seule chose qu'ils ont tous poursuivie pourrait enfin l'attendre. Voici donc ce que je veux savoir de vous. Après tout ce qui s'est passé dans ces fouilles, pensez-vous que les lectures d'or sont une preuve tangible d'un coffre au trésor enfoui, ou y a-t-il une explication naturelle qui manque à l'équipe? Dites-moi où vous creuseriez ensuite, et si vous pensez que Robert Dunfield était au courant de la réponse en 1965 et ne l'a jamais su. Déposez votre théorie dans les commentaires ci-dessous, et si vous voulez être là quand ils atteindront enfin le bas de ce puits, abonnez-vous et restez dans les parages. J'ai lu chacun d'entre eux.